Bonjour à tous, c'est Patricia. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette vidéo et surtout très heureuse et très honorée d'être en compagnie de Frédéric Lenoir. Merci beaucoup d'avoir accepté ma demande pour faire cet entretien. Avec plaisir, Patricia. Rapidement pour vous présenter, même si on vous connaît bien, puisque vous êtes un philosophe, un écrivain aux très nombreux livres et au grand succès à chaque livre. Vous êtes aussi conférencier, un homme très engagé dans beaucoup de causes. Ici à Bruxelles pour présenter un film auquel vous avez participé, La Terre vue du cœur. Et alors, un des grands plaisirs, moi, dans ma vie, c'est de vous lire et de vous entendre parler du bonheur et de la joie. Et du coup, c'est un peu ce parcours-là, votre parcours en quête de ce bonheur et de cette joie que j'avais un peu envie de parcourir dans cette vidéo. Parce qu'en vous écoutant un jour, j'avais noté cette équation bonheur égale plaisir plus sens. Alors, au niveau du plaisir, je pense, vous me corrigerez si je dis des bêtises, mais un ingrédient de votre bonheur, c'est que vous vivez de votre passion, l'écriture. Et c'est une passion qui remonte très loin, parce que votre premier livre, vous l'avez écrit, vous étiez enfant. Disons que j'ai tenté d'écrire un livre à l'âge de 12 ans, mais je m'étais amusé même à faire une couverture, un titre, le nom d'un éditeur, etc. Donc j'avais déjà le sens de l'édition et c'est vrai que j'avais envie d'écrire, d'exprimer mes émotions. Et je crois que j'étais un enfant qui avait un certain nombre de problèmes, un certain nombre de peurs, un certain nombre de difficultés et que l'écriture était un exutoire pour moi très jeune. Et j'étais mauvais dans toutes les matières à l'école, sauf en français, où je faisais des dissertations de 20 pages. Donc j'avais vraiment toujours eu cette facilité d'écriture qui fait que j'ai commencé tôt et puis que je me suis jamais arrêté parce que j'ai dû écrire une 50aine de livres. Et en même temps, donc vous savez ce que vous voulez faire, mais savoir ce qu'on veut faire et savoir où on veut aller, manifestement ça ne suffit pas puisque 2 ans plus tard, à 13-14 ans, il y a cette question que vous vous posez de c'est quoi réussir sa vie et comment ne pas passer à côté de ma vie et ne rien regretter au moment de ma mort. Oui, tout à fait. Donc j'allais demander qu'est-ce qui amène une telle question aussi jeune, mais vous y avez déjà j'ai déjà un peu répondu. Je pense qu'une certaine souffrance, difficulté, des obstacles m'ont amené à m'interroger sur le sens de la vie humaine. Et j'ai très vite compris ce que c'était que de réussir dans la vie, c'est-à-dire d'avoir un métier, de gagner de l'argent, une belle situation, ça j'ai très bien compris. Mais je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on est sur Terre? Est-ce qu'on est sur Terre uniquement pour gagner de l'argent, avoir un beau métier, etc. Évidemment que non, ça me paraissait très insuffisant comme réponse. Et donc je me suis interrogé de manière très spirituelle sur le sens de la vie humaine. Est-ce qu'elle a un sens déjà? Est-ce qu'il y a une signification? Ou est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'on est sur Terre pour faire quelque chose, ou pour se réaliser, c'est-à-dire pour faire quelque chose de soi et pas simplement dans la vie. Et toutes ces questions-là, je dirais que vers 13-14 ans, m'ont habité. Et lorsque j'ai lu pour la première fois un livre de philosophie, c'était le Banquet de Platon, ça parle de l'amour, j'ai trouvé ça lumineux et du coup j'ai lu tous les dialogues socratiques et ça m'a permis de rentrer très jeune dans une quête philosophique qui s'est transformée en quête spirituelle. Puisque quand vous lisez les philosophes et sur ces questions existentielles, très vite, vous vous posez des questions où les spiritualités, évidemment, j'ai découvert le bouddhisme à 16 ans, je me suis intéressé à la psychologie des profondeurs, j'ai lu l'œuvre de Jung entre 16 et 18 ans, et tout ça fait que mon cheminement, je dirais, philosophique et spirituel s'est enclenché très jeune sur des questions qui étaient les questions que je me posais. Je ne me suis pas dit, tiens, c'est intéressant comme question, non, je suis parti d'une question qui me hantait, qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Et j'ai cherché à peu près partout des réponses qui pouvaient satisfaire cette quête. Dans la philosophie, dans toutes les spiritualités. Toutes les spiritualités et la psychologie. Et après les évangiles et tout ça. Oui, toutes les spiritualités, religions, etc. Mais ce qui m'intéresse dans la religion, c'est la spiritualité. C'est-à-dire, c'est la question du sens. C'est pas les rituels, c'est pas les dogmes, c'est pas les normes. Tout ça m'a jamais beaucoup intéressé. Ce qui m'a intéressé, c'est, encore une fois, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qu'on peut cultiver comme qualité pour être un être humain meilleur. Vous savez, il y a une phrase que j'aime beaucoup du Dalai Lama. On lui a posé la question quelle est selon vous la meilleure spiritualité? Et il a répondu celle qui vous rend meilleur. Et je trouve que c'est vraiment la meilleure réponse qu'on puisse faire à cette question, puisque je crois que la spiritualité est là pour nous aider à grandir en humanité. Et c'est dans toutes ces lectures-là que du coup vous avez trouvé votre réponse à vous? Eh bien, disons que j'ai
trouver des réponses qui m'ont de plus en plus nourri et puis qui ont ouvert la porte à des nouvelles questions, parce que dès qu'on trouve une réponse, il y a une porte derrière, il y a une nouvelle question. Je suis toujours en chemin, je ne suis pas quelqu'un qui est trouvé la vérité. Je cherche toujours la vérité, je cherche toujours ce qui peut donner plus de sens à mon existence, ce qui peut répondre à des questions qui sont difficiles, auxquelles j'ai pas encore de réponse, sur ce qu'il y a après la mort, etc. C'est des questions pour moi. Et donc plein de questions restent ouvertes, mais je dirais que j'ai ouvert pas mal de portes dans différentes traditions, dans différentes cultures, à la fois philosophiques et spirituelles, qui m'ont permis d'être de plus en plus, je dirais, dans un chemin qui a du sens, qui me parle, qui me permet de m'épanouir, et puis j'essaye d'être un peu utile aux autres aussi. Mais alors, du coup, en même temps, dans ce parcours-là, je vous ai entendu dire aussi que le succès, il était venu pas tout de suite. Il a fallu attendre, enfin très tard, 30-35 ans. Non, plutôt 42 ans. Ah oui. Parce qu'il y avait en vous un frein d'interdiction de réussite. Tout à fait. Et comment ça se concrétisait dans votre vie? Ça veut dire que vous vouliez écrire, vous n'y arriviez pas, ou bien vos livres ne se vendaient pas comme voilà, maintenant? Exactement. En fait, j'avais ce qu'on appelle en psychanalyse une injonction paradoxale de mon père. D'un côté, mon père, qui était une personnalité très importante, me disait réussis ta vie au sens de plutôt sois quelqu'un d'important, je veux que tu réussisses, que je sois fier de toi. Et en même temps, il me disait, sans me le dire, c'était un message inconscient, ne me dépasse jamais. Donc vous êtes le cul entre deux chaises. D'un côté, il y a une pression d'ambition, de réussite, et puis d'un autre côté, il y a une interdiction de réussir, parce que si je réussis trop bien dans la vie, pour le coup, socialement, du coup, je me mets en rivalité dangereuse avec le père. Et c'est quand j'ai dénoué ça que j'ai commencé à avoir du succès. Puisqu'avant, je m'interdisais d'avoir du succès, c'est-à-dire je me tirais une balle dans le pied chaque fois que les choses pouvaient marcher, ou je faisais des ouvrages beaucoup trop difficiles, etc. Je faisais tout pour éviter le succès. Et donc, à un moment donné, j'en ai pris conscience, je m'en suis libéré, et à ce moment-là, effectivement, mes livres ont touché un beaucoup plus large public. Et pour vous en libérer, la clé, ça a été quoi pour vous? Ça a été un travail de gestalt thérapie. C'est-à-dire que j'avais compris ça en psychanalyse, mais ça n'avait pas suffi à libérer le problème, puisque c'était encore, je dirais, quelque chose qui était de l'ordre de l'émotion. Et c'est en faisant un travail émotionnel en gestalt thérapie, très puissant, avec une énergie colossale, où j'ai, entre guillemets, tué mon père, oui, symboliquement. Et donc, ayant fait ce travail-là, ça a changé complètement ma vie. Parce que le succès, du coup, a été possible. Le succès, c'est-à-dire le fait de pouvoir tout simplement faire que le travail que je faisais, que les livres que je faisais, touchent ses lecteurs. Alors qu'avant, je m'interdisais ça. Il fallait que ça reste limité, que je n'ai pas trop de notoriété. Je m'interdisais toute cette, entre guillemets, réussite sociale. À partir du moment où je me la suis autorisée, elle est venue toute seule. Et alors, dans la deuxième partie de l'équation, le côté sens, vous avez déjà parlé de sens, mais le fait d'être engagé, forcément, vos livres, vos conférences, ça inspire tous les adultes qui vous lisent, qui vous écoutent. Vous êtes aussi engagé auprès des enfants, des animaux, même de la planète. C'est important, ça, ce côté engagement? C'est capital, parce que c'est l'incarnation de mes idées. Et donc, vous savez, la sagesse vers laquelle je tends, c'est d'essayer à la fois d'avoir des idées bonnes, mais aussi d'avoir une vie bonne. Et pas simplement d'avoir une belle pensée qui ne s'incarne pas dans des actes. Et donc, au fur et à mesure, je me disais comment je pourrais incarner dans des actes, dans des engagements, ce que je crois finalement, ce qui me paraît essentiel. Et donc, vous avez mentionné effectivement un peu les 3 grands engagements de ma vie. Depuis 30 ans, c'est l'écologie, dans lequel j'ai créé une association il y a 30 ans qui s'appelle Environnement sans frontières. Et puis après, j'ai écrit un livre il y a 20 ans avec Hubert Reeves, Mal de terre, qui a été une dénonciation. C'est un des tout premiers livres qui fait un état des lieux complet des menaces sur la planète. Et puis, j'ai une action quotidienne, si vous voulez, après, qui fait que je suis sensible à l'environnement et que dans mon quotidien, j'essaie de le préserver. Et puis après, il y a eu effectivement cet engagement pour les animaux, puisque je trouve que ce sont les êtres qui aujourd'hui sont les plus déconsidérés, parce qu'ils n'ont pas la parole, parce qu'ils ne peuvent pas communiquer avec nous. On pense qu'ils n'ont pas ou de conscience ou d'intelligence, alors que dès qu'on les étudie un peu et qu'on les fréquente, ce qui est mon cas, j'ai toujours eu des animaux, on voit qu'ils ont une extraordinaire intelligence, conscience d'eux-mêmes, affectivité, émotion, etc. Donc finalement, pourquoi leur refuser le droit au bonheur ? Ce qui fait que c'est un engagement, je dirais, de porte-parole parmi d'autres des animaux qui n'ont pas la parole auprès des humains pour essayer de faire entendre leur cause et d'essayer d'améliorer leur bien-être et leur sort. Et puis le troisième engagement, c'est pour l'éducation, puisque je me dis c'est très important de changer les consciences, ne serait-ce que pour qu'on se comporte mieux vis-à-vis de la planète ou vis-à-vis des animaux. Et donc je travaille sur les enfants,
pour développer dans les écoles des ateliers de méditation et de philosophie. Parce que je crois que si on apprend aux enfants jeunes à mieux se gérer, à mieux gérer leurs émotions, à être en paix avec eux-mêmes, ils seront en paix avec le monde. Ce que nous dit Sénèque, si tu veux être en paix avec l'univers, sois en paix avec toi-même. Donc il y a ce travail intérieur et puis il y a ce travail de développement du discernement, de l'intelligence critique à travers la philosophie. Parce que je crois qu'on a besoin dans le monde d'aujourd'hui dans lequel il y a énormément de confusion, il y a énormément d'idéologie, de fanatisme qui se développe dans tous les domaines, qu'ils soient idéologiques, religieux, mercantiles, par la publicité, on peut être manipulé de toutes sortes de manières. Il faut que les enfants acquièrent un discernement qui leur permette de voir ce qui est vrai, de ce qui n'est pas, ce qui est juste, de ce qui n'est pas, et donc de ne pas être sensible à toutes les rumeurs, etc. Et ce travail d'atelier philo dans les écoles permet ça. Donc voilà un peu les 3 piliers dans lesquels je me suis engagé pour essayer d'apporter ma petite pierre dans cette construction d'une humanité qu'on voudrait plus humaine. Alors, je termine toujours mes interviews par cette question-là. Si vous vous adressiez à quelqu'un qui nous écoute, qui nous regarde et qui justement ne se sent pas, lui, à sa place, qui sent bien que sa vie manque de sens ou de fun, etc., quel serait votre conseil en or? Alors, mon conseil en or, c'est 2 petites choses toutes simples. Essayez de trouver ce qu'il met dans la joie. Qu'est-ce qu'il met dans l'enthousiasme? Qu'est-ce qui vraiment le met dans une joie lorsqu'il y pense et parce que je pense que la joie, à la suite de Spinoza, c'est un peu mon maître à penser, la joie est le critère de ce qui nous convient. Lorsqu'on est dans la joie, c'est qu'on réalise notre nature. Et donc, pour être heureux, il faut réaliser sa nature, il faut faire ce pourquoi on est fait. Et il n'y a pas 2 personnes pareilles. Chaque individu est unique et donc chacun doit trouver ce pourquoi il est fait, ce qui lui permet de se réaliser dans les différents domaines de la vie et donc trouver le métier qui lui convient, le mode de vie affectif qui lui convient, les engagements qui lui conviennent, et pour ça il faut se connaître soi-même. Donc il y a un double travail, qu'est-ce qui nous met dans la joie, détecter le but, l'objectif, et comment y parvenir. Et comment y parvenir, ça peut souvent demander de faire un travail sur soi, de connaissance, d'introspection, voire de psychothérapie, ce que j'ai fait pendant 10 ans, et donc là-dessus j'ai envie de dire, voilà, trouver la boussole, trouvez le nord, trouvez ce qui vous met dans la joie et prenez les moyens ensuite. Ça peut prendre du temps, c'est un engagement de tous les jours, c'est un travail sur soi pour essayer d'atteindre cet objectif et de vivre dans une joie continue qui est celle à laquelle on aspire tous. Au fond, la joie donne la direction et puis après il y a tout le boulot à faire. Oui, c'est ça. Mais un grand merci pour cette belle interview. Merci beaucoup pour le message qui me touche particulièrement. Pour retrouver votre actualité, c'est sur... J'ai un site internet, frédéric-lenoir.com et une page Facebook. Parfait. Merci un à grand vous. merci. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt dans une prochaine vidéo.